Bien, écoutez, bienvenue. Je vous propose de démarrer cette session sur les industries du futur. Je suis Pierre-Xavier Mesky, je suis professeur de stratégie dans cette noble et belle institution qu'est l'IAE d'Aix-en-Provence. D'abord, je voudrais démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, par des remerciements. Un remerciement appuyé à notre incroyable Maurice Sayas, qui a encore animé cette session d'introduction de main de maître. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un honneur et j'ai été très flatté quand Maurice m'a invité à organiser cette table ronde. D'abord, pour moi, c'est l'opportunité de rendre hommage à l'institution, à l'IAE, aux professeurs qui m'ont formé, qui m'ont inspiré, qui m'ont appris mon métier, de la pédagogie à la recherche en stratégie. Évidemment, j'ai plein d'images qui me viennent. Maurice Sayas en cours de DEA, Michel Montebello, Alain Roger, je pense également à Alain Gel, qui m'a aussi beaucoup inspiré pour la pédagogie. Cette table ronde aussi, c'est l'opportunité d'inviter des professeurs, des experts en stratégie, qui sont également des amis. Alors, au-delà de leur expertise sur ces questions d'industrie du futur, d'industrie en forte croissance, ils ont la caractéristique d'avoir tous un lien fort avec l'IAE d'Aix-en-Provence et Aix-Marseille Université, à la fois parce qu'ils ont été formés ici, je pense à Philippe Véry, je pense à Emmanuel Mété, moi-même, qui était formé au doctorat ici, Jonathan, qui était également formé ici. On a également des collègues qui sont enseignants-chercheurs au sein de cette belle maison, au sein de l'université, Laurent Livolsi, Jonathan Peterson, Karine, qui a été professeur de leadership pendant plusieurs années au sein de l'IAE avant de rejoindre l'EDEC, et également des collègues qui ont un lien familial très fort avec l'université. Moi aussi, j'ai eu des cours ici, mais à l'école communale, en fait. Haute étude communale. Et effectivement, Stéphanie, dont les deux parents ont été enseignants-chercheurs à Aix-Marseille Université, je me rappelle encore, je le dis chaque fois, des cours de première année de sciences économiques, de mathématiques avec son père, où on rentrait en rang par deux dans l'amphithéâtre. Mais ça, c'était avant. Mais je ne suis pas traumatisée. C'était un autre monde. Oui. Alors, quelques mots. On est à peine en retard. On a une petite demi-heure de retard. On va essayer de rattraper un peu tout ça. Quelques mots sur l'organisation de notre table ronde. Celle-ci, elle va se faire en 3 temps. Premier temps, je vais donner la parole à des intervenants sur 2 thématiques. Première thématique qui sera animée par Stéphanie Damon sur la fin de l'entreprise sans usine. C'est le titre qu'on a choisi ensemble et qui va porter en fait sur une comparaison des investissements dans ces industries du futur. Deuxième intervention sur un élargissement de la focale. On va passer des industries du futur au monde du futur avec un numéro de duettiste. C'est Emmanuel Mété et Philippe Véry qui animeront cette deuxième thématique. Ensuite, dans un deuxième temps, je passerai la parole aux panélistes, différents panélistes qui sont ici présents. Vous pouvez vous présenter peut-être, différents panélistes. Alors, moi, je suis Frédéric Guilleux, je suis un ancien étudiant de l'IAE, je suis président de l'Institut, conseiller d'Institut, et je suis le directeur de l'accélérateur de la CMA-CGM, l'accélérateur de start-up. Voilà. Laurent. Laurent Livolsi, moi je suis professeur sur Aix-Marseille Université et je suis en logistique supply chain. Jonathan. Jonathan Peterson, IAE de Aix. Je suis en comportement des organisations et des RH. Et Karine. Professeur de stratégie à l'EDEC. Parfait. Alors, avant de céder la parole, quand même quelques petits mots d'introduction sur la thématique. En fait, je crois que c'est en janvier que Maurice Sayas m'a passé un coup de téléphone et m'a dit « J'aimerais bien que tu fasses une thématique sur les futures arènes de la concurrence, sur les industries du futur ». J'ai raccroché, j'ai dit évidemment j'accepte, c'est un grand plaisir. Et puis je me suis dit, mais les industries futures, c'est quoi, c'est qui, c'est comment? Et donc j'ai réagi un petit peu comme mes étudiants qui assistent à mes cours de stratégie en ce moment, c'est-à-dire j'ai été voir les plateformes d'intelligence artificielle et je leur ai demandé, voilà, quelles sont en fait les principales industries du futur, ces principales industries en forte croissance. Donc j'ai interrogé différentes plateformes et voilà ce qu'elles m'ont raconté quand je leur ai demandé de me faire un classement des 5 industries qui ressortent systématiquement dans ces plateformes. Industrie de forte croissance. Donc j'ai interrogé évidemment incontournable ChatGPT. Ayant une fibre patriote, j'ai également interrogé Le Chat, qui est la plateforme qui est gérée par une entreprise qui a un nom qui fleure bien la Provence, qui est Mistral. J'ai interrogé également DeepSeek, je vous la recommande très fortement, qui est la plateforme chinoise. On a tendance à aller systématiquement sur ChatGPT, mais DeepSeek est particulièrement efficiente. Et pour avoir un petit peu une vision décalée, j'ai interrogé également Grok, qui est la plateforme d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Donc vous voyez ce qui est ressorti. En synthèse, je ne vais pas passer des heures, on a un florilège de différentes industries, on a
beaucoup de choses qui partent dans tous les sens, qui ressortent de manière convergente. C'est deux industries que j'ai soulignées en rouge. D'abord, évidemment, l'intelligence artificielle. On pouvait s'attendre à ce que les plateformes d'intelligence artificielle, sur la question qu'est-ce qui va croître à l'avenir, répondent évidemment nous. Donc, effectivement, elles prêchent pour leur paroisse. Les plateformes ressortent d'ailleurs en numéro 1 sur les industries de forte croissance à un horizon de 10 ou 15 ans. L'énergie renouvelable ressort également parmi ce tiercé des activités des industries en forte croissance. Je ne l'ai pas précisé ici, énergie renouvelable au sens large, il y a bien entendu, et on en parle beaucoup en ce moment au Parlement, du solaire, de l'éolien, mais du nucléaire et des énergies renouvelables en émergence du type géothermie. Après le reste, ben voilà, c'est le feu d'artifice, c'est effectivement des industries qui sont spécifiques, en fait des industries qui sont affichées comme spécifiques à chaque plateforme. Je les ai soulignées en noir, celles en fait qui n'apparaissent qu'une fois. On voit par exemple que pour Chat, c'est les véhicules électriques qui ressortent, la robotique qui sort, mais uniquement pour cette plateforme. Pour Mistral, et là aussi on voit une influence de ces plateformes dans leur contexte national, contexte local, il apparaît que pour Mistral, ce qui va ressortir comme industrie en forte croissance dans les 15 ans à venir, c'est le social en France, service à la personne, construction et BTP. Donc on voit qu'on a quand même des réponses qui sont quand même très très spécifiques. Pour DeepSeek, ce qui apparaît très spécifique, c'est le spatial. Ça aurait fait plaisir à notre intervenant, à Guillaume Faury, de voir qu'effectivement, c'est pour les Chinois que c'est le spatial et l'aéronautique qui ressort. Et d'une manière générale, c'est la défense. Je m'attendais à retrouver la défense parmi les industries du futur. Et en fait, la défense ne ressort pas quand les 5 premières, sauf en fait pour la plateforme chinoise, où en fait le spatial est vu au sens large avec les drones, l'aéronautique et le militaire. Pour Grok, et là aussi on voit l'influence du propriétaire de la plateforme, d'Elon Musk, puisque effectivement, dans l'élément qui ressort spécifiquement à cette plateforme, c'est les véhicules autonomes, la mobilité autonome, qui est un des grands axes de développement aujourd'hui du conglomérat d'Elon Musk. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que lorsqu'on parle d'industrie du futur, il est très très difficile de sortir une prospective, d'arriver à tirer une liste précise. Et donc, plutôt que de se poser la question du qui ou quoi, peut-être se poser la question du comment. C'est-à-dire quelles sont les conditions qui peuvent faciliter l'émergence de ces industries du futur, à la fois au niveau financier, conditions financières d'émergence, les conditions humaines. Je sais que Emmanuel et Philippe, vous avez parlé des aspects de formation des cadres et des dirigeants. Et donc effectivement, faire plutôt un pas de côté en essayant d'envisager quels vont être les éléments qui peuvent aider les entreprises françaises à monter dans le train de ces industries du futur. Voilà. Je vous remercie. Je donne la parole à Stéphanie pour la première présentation. Merci Je suis pas sûr. Pierre-Xavier. Est-ce que ça... Non, je vais te laisser très bien. Merci beaucoup. C'est vrai que cette question d'industrie du futur peut vite tomber dans une forme de liste. Ce qui nous semblait intéressant, c'est dans une période où la question des stratégies de puissance entre États et centrales, on voit bien à travers la confrontation US-Chine, qu'on entre dans une autre ère sur le plan des échanges économiques, de s'interroger effectivement sur les conditions pour la France de pouvoir exister dans cette arène concurrentielle mondiale, et notamment sur la question clé qui est la réindustrialisation. Parce qu'on peut parler des industries du futur, il faut déjà se poser la question de capacité de se réindustrialiser. Et on part de loin. Entre eux, alors beaucoup de rapports sortent en ce moment sur le sujet, mais vous savez qu'entre 1995 et 2015, la France a perdu la moitié de ses usines et le tiers de ses emplois industriels. Alors, il y a plusieurs explications, causes qui ont été données. Il y a la première, souvent qui est affichée, c'est une problématique de compétitivité au coût, et notamment les coûts salariaux. Bon. Quand on regarde en fait les coûts du travail manufacturier, on est 4e européen, à peu près équivalent avec l'Allemagne. C'est-à-dire en termes de pays qui a une certaine ambition sociale, ça ne paraît pas non plus complètement délirant, sachant qu'on est deux fois moins, la Suisse par exemple, le coût de l'emploi manufacturier est 2 fois plus important, sans parler de la Norvège. L'autre point, et dont on parle peut-être moins, est la question en fait, du sous-investissement chronique, notamment en R&D et dans l'appareil productif, et qui a trait notamment à un positionnement. Souvent on n'en parle pas parce que les économistes ne font pas de stratégie. Alors, on n'en parle pas, mais la question du positionnement, stratégie de nos entreprises.
C'est bien, là, en ce moment, c'était le jour où il fallait le dire. La question du positionnement stratégique de nos entreprises. C'est-à-dire qu'on a un problème, effectivement, du coup, quand on a une qualité perçue qui est moyenne. On a beaucoup moins de problèmes de coût quand notre qualité perçue est bien plus importante. C'est pas un problème pour Mercedes d'avoir des coûts manufacturiers salariaux à peu près équivalents aux nôtres à partir du moment où ils vendent leur voiture 3 fois plus cher qu'une Renault. Et d'ailleurs, on le voit bien dans cette période-là, là, si on regarde 2000-2015, on voit bien la différence entre l'Allemagne et la France, où l'Allemagne a eu à peu près une progression, une base 100 en 2000, a une progression à peu près équivalente entre ses exportations et ses investissements directs à l'étranger, en fait, la délocalisation, là où la France a allé beaucoup plus loin en termes d'investissement direct à l'étranger, en termes de délocalisation, que l'Allemagne. Et d'ailleurs, le déficit de notre balance commerciale s'est creusé de manière drastique. Et cette question de positionnement stratégique, c'est une question absolument centrale de nos entreprises. Comment faire en sorte de pouvoir vendre finalement plus cher des produits parce que la qualité perçue est meilleure et répond à des besoins du moment. Puis un troisième point dont on ne parle pas beaucoup aussi, c'est la culture aussi de l'industrie en France. Il y a une forme de désaffection pour le monde manufacturier dans ce pays, avec, c'est vrai, cette promesse de 90% d'une tranche d'âge qui a le bac, d'entrer dans une économie de la connaissance, d'une division internationale du travail qui ferait qu'on mettrait les usines ailleurs et qu'on garderait les gros cerveaux sur notre... On est dans un retournement complet de cette notion. Et c'est vrai que depuis 2015, on cherche à réindustrialiser le pays. Alors maintenant, je vais essayer d'être optimiste. Vous avez vu que les slides étaient noirs. Et maintenant, elles vont devenir beaucoup plus joyeuses. À l'image de ma famille, vous avez remarqué l'harmonie. Vous avez les mêmes couleurs. Ouais. L'harmonie, voilà, entre les deux. On va essayer d'être optimiste dans ce monde très pessimiste. D'abord, on va dire le volume d'investissement industriel en France a été multiplié par 3 depuis 2016. On peut en voir les causes, et des causes endogènes, des causes exogènes aussi, depuis 2016. Mais cette augmentation est fragile. On voit cette chute en 2024. Alors, tout petit peu, même si ça ne rentre pas forcément dans mon argumentaire, mais il faut dire que c'est un mouvement mondial. Il y a une baisse des investissements industriels dans le monde de 25% là en 2024. Donc c'est 10%. Mais quand même, on peut sentir qu'il y a quand même une certaine fragilité parce que, évidemment, c'est très variable en fonction des zones. Alors, que faire ? Alors, vous savez qu'il y a le fameux rapport Draghi, dont je pense on va être amené à parler. Et le rapport Draghi nous dit qu'il y a 3 leviers, 3 causes et 3 leviers. On va transformer en fait des faiblesses en problèmes pour essayer ensuite de trouver donc des solutions. J'essaie de retenir ce qui a été dit tout à l'heure, précédemment. Ce que nous dit le rapport Draghi, c'est on a en Europe le taux de publication le plus élevé dans le monde. Il faut le dire, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à dire une question en termes de recherche, plus élevée dans le monde, mais très largement. Très largement. En revanche, on a du mal à transformer cette recherche fondamentale en innovation, c'est-à-dire en fait en application industrielle. Et je vois un de mes amis qui a réussi à le faire, ce pont entre le monde universitaire et le monde industriel. Et on a du mal à le faire. Donc, Pierre, tu es un de nos héros aujourd'hui dans cette capacité de transformation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et deuxième, donc c'est le problème qu'il faut qu'on arrive à résoudre, sachant qu'on a la base. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a la base. Deuxième point, c'est notre capacité à décarboner notre industrie et en lien avec la compétitivité.
Alors là, c'est un problème plus européen que français, en fait, sur le plan en tout cas du coût de l'énergie. Parce que c'est vrai qu'en Europe, le coût de l'énergie est à peu près 2 à 3 fois plus cher que par exemple aux États-Unis. Mais c'est vrai que la France, nous sommes dans une situation particulière qui est liée notamment au nucléaire, à notre moindre dépendance, notamment par rapport au gaz russe, pour ne parler que de ce dernier, et qui nous donne une position plutôt positive. Mais c'est vrai que cette question de décarbonation, qui est une attente de toute façon de société, est une question centrale et une question aussi en lien avec notre compétitivité. Et 3, et c'est là où je vais entrer plus avant, il nous dit qu'il faut que les États redeviennent beaucoup plus stratèges. Il faut retrouver la capacité de nos États à définir des politiques industrielles et à proposer une vision, un cap qui soit à la fois clair, net, et qui puisse nous permettre de concentrer nos efforts sur ce cap. Alors là je m'inspire très directement de notre ami Laurent Volsi, ici présent. Mais il y a certains pays pour lesquels c'est très clair, et il n'y a aucun problème pour ça. Vous prenez la Chine, État stratège, ça se voit. D'ailleurs, s'il y en a qui ne sont pas d'accord au sein du pays, type Jack Ma et Alibaba, il disparaît quelques semaines, il revient beaucoup plus en accord d'ailleurs avec la politique du pays. Et puis, on va définir sa stratégie. Sa stratégie, elle va passer notamment par sa maîtrise de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, en fait, de l'approvisionnement jusqu'au produit final, il faut qu'on maîtrise. Et maîtriser, ça ne passe pas forcément par tout acquérir, ça passe par tenir, ça peut passer par des stratégies d'influence, ça peut passer par de l'endettement, des États qui sont endettés. Typiquement, Djibouti, vous voyez ce petit détroit-là, il y a plein de difficultés, d'ailleurs, le Yémen la guerre civile au Yémen, il y a eu quelques échauffourées qui ont empêché de passer par ce détroit, mais par contre, ce petit détroit, il faut le tenir. Eh bien, on va faire un chemin de fer avec à Djibouti pour relier en fait Djibouti à l'Éthiopie. Et puis, on va prêter de l'argent à l'État djiboutien, pas très cher au début, un peu plus à la fin. Et puis, si jamais il n'arrive pas à rembourser, ben, c'est pas grave, hein, il va récupérer dans ce cas-là le chemin de fer. Cela dit, hein, pas besoin d'aller à Djibouti. On peut aller du côté de la Grèce, le port du Pirée, d'Athènes, port mythique, c'est ce qu'elle veut dire, qui a été racheté en très très grande partie par les Chinois au moment notamment de la crise de la dette grecque. La Chine, ça se voit, c'est net, clair, précis, et une maîtrise de la chaîne de valeur qui passe par plusieurs aspects, dont d'ailleurs un des points clés, là je l'ai presque pour ta chapeau, Laurent, la logistique. Les États-Unis, ça se voit de moins en moins, on va dire ça comme ça, mais c'est pas Trump qui a changé la donne. Barack Obama, avec notamment une expression assez agressive, on va dire, de l'extraterritorialité du droit américain, a récupéré pour General Motors une grande partie du marché iranien au détriment de PSA en 2014, un petit décret qui empêchait l'importation en Iran, l'exportation plutôt vers l'Iran de produits manufacturiers en vue de l'assemblage automobile. Ce décret, signé par Barack Obama en 2013, a fait que PSA, qui détenait à l'époque, donc c'était en 6 maintenant, qui détenait à l'époque 40% du marché iranien, du jour au lendemain est parti. Et c'est une filiale d'Aero, de General Motors, qui a récupéré le marché en exportant cette fois-ci des produits, mais directement, non plus qui étaient directement finis. Donc ça ne tombait pas dessous de tout le décret. Mais Biden a eu quelques coups de génie, tout du moins sur l'administration, à travers notamment sa loi en fait, pour la réduction de l'inflation, la fameuse loi IRA, qui a été votée en août 2000. Vous savez, cette loi, elle, pour certaines industries clés, automobiles, notamment, l'automobile et les transports, restent, pour des questions notamment de maîtrise de la chaîne logistique, des points absolument centraux. Dans les industries du futur, souvent, ce sont des industries qui ont traversé le temps. Et notamment, par exemple, pour l'automobile, on subventionne, c'est-à-dire jusqu'à par exemple $7 500, l'achat de véhicules qui auront été produits aux États-Unis.
Vous voulez acheter des Mercedes? Pas de problème. Mais alors, dans ce cas-là, il faut que ces Mercedes-là elles soient construites aux États-Unis. Et bien, à partir de là, de la même manière, par exemple, le travail que vous faites, la loi qui est à peu près du même ressort, avec des crédits d'impôt, de la subvention aussi à la recherche, beaucoup. Là, on est sur des plans à peu près, sur le Chips and Science Act, on est sur un plan à peu près à 280 milliards de dollars, donc c'est sur les semi-conducteurs. Et là, on se rend compte, ils sont tombés d'à peu près 30% de la maîtrise de la production des semi-conducteurs il y a 20 ans à 10%. Donc c'est retrouver une souveraineté sur leur chaîne de valeur, en fait, dans la production de semi-conducteurs. Et là, l'impact en termes de construction d'usines aux États-Unis a été considérable. Et d'ailleurs, si on prend ne serait-ce que le cas de l'Allemagne a considérablement revu ses investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire en fait ses délocalisations, pour construire une partie de ses usines, notamment automobiles, pour le marché américain, aux États-Unis, afin de ne pas subir, enfin de bénéficier, en fait c'est subir, hein, on subventionne, ça veut dire que les autres sont plus chers si on ne subventionne pas, cette loi. Vous voyez l'impact de ces politiques publiques sur la réindustrialisation du pays. Et d'ailleurs, les Américains sont la première destination des investissements directs à l'étranger, avec deux tendances en fait, et ça c'est probablement lié à la montée du protectionnisme hein, et des droits de douane. Les investissements directs à l'étranger dépassaient les investissements nationaux, enfin dans les pays domestiques, enfin dans les investissements dits domestiques. La première région qui investit à l'étranger, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Et même l'Europe représente 45% des investissements directs à l'étranger aux États-Unis. Ce qui veut dire que nous, alors là c'est le chiffre de 2004, hein, ce qui veut dire que vous voyez la différence avec les US sur le plan du positionnement. On est très largement devant les autres zones en termes d'investissement direct à l'étranger. Donc toute la question c'est comment on ramène aussi notre capacité à pouvoir aussi encore une fois investir dans notre pays. Alors il y a des tentatives. Hein. Alors c'est intéressant de regarder ce qui se passe chez nous. C'est vrai qu'il y a eu une forme de prise de conscience en 2015, notamment le 6 a eu un certain impact sur ces modes de relocalisation, mais pas que. Hein. La question des coûts de transport, la question des conflits commençaient quand même à poindre dans certains pays. Donc de retrouver aussi une forme de souveraineté, c'était un progrès. Mais regardons un peu ce qui est, dans ce cas-là, pour l'État français, ce qui est pour lui, finalement, l'activité économique des années à venir, sur lesquelles il faut investir. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les 50 milliards qui sont mis dessus. Ce qui est intéressant, c'est sur quoi est mis l'accent. Première chose, premier grand axe, vous voyez qu'on retrouve la question de l'énergie. Le nucléaire, l'hydrogène, c'est un choix risqué, mais c'est un choix qui a été pris. La décarbonation de l'industrie, on retrouve bien ici le rapport Draghi, en fait. Hein, dans le rapport Draghi, hein, pour mémoire, c'est il y a un an. Là, on est en 2021. Deuxième grand axe, c'est la question de l'alimentation. Particulièrement en fait de l'alimentation. La question également de la santé, notamment autour en fait, des biomédicaments. Et puis, et ça a été introduit un peu au dernier moment, mais ce n'est pas inintéressant, notamment en termes de soft power, c'est la question des contenus culturels. C'est en fait une capacité à déployer notre influence dans le monde à travers notamment des contenus culturels. Il faut savoir par exemple que, vous savez, Canal+, chez nous, la première plateforme de streaming, c'est Netflix. En Afrique de l'Ouest, la première plateforme de streaming, c'est Canal+. Bon.
Notamment, il y a le foot. Donc ça aide. Les derniers points, c'est intéressant en termes d'exploration, c'est l'espace et les grands fondements. C'est intéressant aussi en termes d'exploration, c'est en fait de faire exploser quelque part aussi le niveau de niveau. Mais là, je fais un insert par rapport à ce que vont dire mes collègues. Ce qui est intéressant, surtout, c'est sur quoi on va s'appuyer pour que ça puisse essayer de fonctionner. Encore une fois, ce qui est intéressant là, c'est la vision. Après, évidemment, dans les modalités, on pourrait discuter. Un, c'est sécuriser l'accès aux matières premières. La filière nucléaire, elle a besoin d'uranium enrichi pour pouvoir fonctionner. L'uranium, on ne trouve pas dans le sol français. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut certains composants pour des semi-conducteurs comme le gallium. Que fait-on? Deux, matières premières, mais également les composants en fait associés, notamment les semi-conducteurs. Trois, développer les talents. Et les talents, ça va, j'allais dire presque les premiers d'entre eux, c'est les chaudronniers qui sont capables en fait de travailler avec une forge. C'est ça aussi, hein, quand on parle de talent. Alors, maîtriser les technologies numériques souveraines, c'est tout le problème en fait, de la maîtrise de la data et de data center, qui font partie des gros projets à l'heure actuelle d'investissement. Évidemment, la question de l'excellence de nos écosystèmes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. On voit combien l'IAE-DEX s'est intégré dans un écosystème. On parlait du collège des ingénieurs et la manière dont en fait, cette imbrication au sein d'un écosystème a permis d'avoir des fertilisations croisées et de rayonner au sein de la région. Et puis la question du financement, en fait, notamment du financement des startups, mais ce n'est pas que les startups, c'est le passage en ITU qui est le plus important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Et là, je vais entrer en résonance avec ce qui a été dit, précédemment. Il y a, en fait, on le voit, nous, en tant que professeurs de stratégie, à travers notamment certains, on va dire, professeurs très visibles, notamment qui s'appelle David Tiss de Berkeley, qui, depuis 2021-2022, publie, et ça, il publie énormément autour de, écoutez, voilà, nous, notre loi nous disait qu'on travaillait pour l'intérêt des actionnaires. Et bien moi, qui ai pourtant publié sur cet aspect-là pendant 30 ans, maintenant, ce qui compte, c'est d'abord, en premier lieu, l'intérêt national. Parce que là, notre combat, c'est comme ça qu'il le dit, porte sur quelque chose qui est plus important encore que la question de faire de l'argent, c'est la question d'une valeur. Et évidemment, c'est très centré chez eux, parce qu'ils ont très très peur de la Chine, très centré sur la confrontation avec la Chine. C'est ce qu'on voit avec un ancien secrétaire d'État américain qui relie en fait la question finalement de l'existence et du dynamisme des entreprises à ce qui devrait être maintenant non seulement protéger mais également renforcer la sécurité nationale américaine. Mais en Europe, c'est pareil. En Europe, cette question, et ça cette question de sécurité, et c'est le troisième point, ce fameux troisième point du rapport Draghi, lorsqu'il dit qu'il faut des politiques industrielles qui vont nous permettre de développer notre sécurité, la sécurité notamment de nos chaînes de valeur. Il va entrer beaucoup, évidemment, sur la question de la défense et de l'industrie de la défense. Ce qui veut dire, et on va retrouver l'antifragilité mais ce sera ma dernière slide, on va retrouver l'antifragilité de Taleb. Alors Taleb, pour la petite histoire, il a eu son doctorat à l'université Paris-Dauphine. Pareil, il faut le dire quand ça vient de la France, d'un franco-libanais. Il a eu son doctorat à Dauphine en statistique. Premier précepte, plus une entreprise est internationale, plus sa nationalité compte. Orano vient de se faire nationaliser ces gisements d'uranium au Niger. Ces gisements d'uranium au Niger, j'en ai eu des très mots dans la voix, ces gisements d'uranium au Niger représentent 20% de la filière nucléaire française.
Ça veut dire que si Orano n'avait pas été française, mais avait été russe, je crois qu'elle ne se serait pas fait nationaliser ces gisements. TikTok, aux États-Unis, est sommé de se vendre. TikTok ne serait pas sommé de se vendre aux États-Unis s'il n'était pas chinois. Donc c'est vrai quand on entend « non mais moi, mon chiffre d'affaires, je ne le fais pas en France, je ne suis pas, je pense notamment à une très grande entreprise pétrolière dont je ne citerai pas le nom parce qu'on la reconnaîtrait sinon, n'empêche que vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis, on va dire, des pays extérieurs, une entreprise a une nationalité. L'entreprise chinoise est chinoise, l'entreprise américaine, et d'ailleurs, elles se vivent comme ça, les entreprises américaines, elles sont américaines, et elles se vivent comme ça. Et plus on est multinational, plus en tout cas on vient travailler avec l'étranger, plus la nationalité, la prise en compte de sa nationalité est absolument déterminée. Ça ne veut pas dire qu'on est chauviniste, qu'on n'est pas ouvert vers l'extérieur, ça n'a aucun rapport avec ça. Ça fait partie des règles du jeu, et ça fait partie de son identité. Deuxième chose, plus on est dans des sphères agiles, et plus on va rechercher, plus on doit être dans des mouvements rapides, plus on va chercher des effets dits majeurs. Et ça va rejoindre ce qu'on racontait sur l'antifragilité. Thales et Safran se fournissent essentiellement en circuits imprimés dans une petite PME toulousaine, une 50aine de personnes. Et cette PME, donc des circuits imprimés, il faut des puces électroniques, c'est ce qui permet de relier, mais je vais très bien en parler devant des ingénieurs, mais ce qui permet de relier des circuits, ce sont des plaques qui permettent de relier des circuits électroniques. Et cette petite PME, elle représente 10% de la filière aéronautique, enfin des circuits imprimés en France, et une grande partie de la filière aéronautique française. C'est-à-dire qu'on est un concurrent de Thales ou Safran, racheter cette petite PME, 50 personnes, eh bien on peut déstructurer une chaîne de valeur. Là, ce qu'il faut, ça s'appelle un effet majeur. C'est un peu le pont de la rivière Kwai. D'accord, pardon, ça c'est le corps de ma génération, c'est très loin des générations d'après. Voilà, c'est le pont de la rivière Kwai, c'est en fait ce qui va entraîner l'événement qui va entraîner la victoire. D'accord ? Ça a été conceptualisé par les militaires français. C'est très intéressant de revenir au monde de la défense. Ça a été dit, j'en suis absolument convaincue. C'est-à-dire que tous leurs outils en stratégie sont très intéressants. Ce qui veut dire qu'on a à la fois des forces et des vulnérabilités qu'il va falloir maîtriser par rapport à des marchés, d'autant plus quand on a des marchés très conflictuels. Typiquement, quand on est à l'aise, quand on est dépendant d'une PME, on se débrouille pour la sécuriser. Et sur le plan financier, éviter qu'elle soit rachetée, et sur le plan aussi de sa sécurité, on va dire, physique. Ça veut dire développer des outils, des dispositifs, des directions dont on parlait précédemment, pour repérer à la fois ses points de faiblesse, mais ses points aussi de force qui peuvent être déterminants vis-à-vis de ses concurrents, et puis les surveiller, anticiper, mettre en place des systèmes de veille et d'influence. Ça s'appelle des directions d'intelligence économique. En passant, alors si c'est pas joli, on peut l'appeler autrement, mais en fait, ça ressemble à ça. Et d'ailleurs, vous aviez un professeur franco-russe, pas franco, américano-russe, on va dire, Igor Antsov, qu'on a oublié, et qui a défini... Pardon ? Il est venu ici, je Il crois. est venu ici, mais voilà, mais l'IAE, tout a commencé à l'IAE de toute façon. C'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est vrai qu'il a passé 10 ans en Europe, et ces 10 années en Europe, c'est le moment où ses travaux sont les plus intéressants, et pourtant c'est là où ce sont ses travaux les plus oubliés. Sur les travaux sur les signaux faibles, qui ont été repris par le signe noir de Taleb, et un autre de son travail qui est mal traduisible, ça s'appelle le Key Strategic Management, qui a été publié dans le premier opus du Strategic Management Journal, et qui décrit en fait ce qu'est une direction d'intelligence économique en disant en fait, il faut qu'une entreprise définisse ces sujets stratégiques clés sur lesquels elle fait des hypothèses, elle fait des choix, mais ce sont des hypothèses fortes. Il va falloir qu'elle surveille le fait que ça ne bouge pas, ou en tout cas que ça aille dans son sens. Typiquement,
on est à l'aise, on surveille, on met en place au sein de sa direction d'intelligence économique des points de surveillance de ces systèmes de faiblesse, de ces systèmes, non pas de faiblesse, mais de ces systèmes de fragilité plutôt. Et puis, eh bien, on essaie, voilà, CSI, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas racheté par un concurrent. On va faciliter, on va l'aider à avoir accès à une sécurisation importante de ces sites. Souvent, une PME ne peut pas se permettre de dépenser de l'argent sur cette sécurisation de ces sites, de l'aider à le faire. Ça aurait été d'autant plus utile qu'effectivement, CSI, les sites de production de CSI ont brûlé à l'été dernier, et en générant un retard de 18 mois en fait, pour l'ensemble en fait, d'une chaîne de production de Thales. C'est dommage, dans le monde de la défense en plus, c'est un peu dommage. L'antifragilité dont on parlait précédemment. Et puis, dernier point, on va faire comme les militaires. Les champions de la planification, ce sont les militaires. Et pourtant, ce sont ceux qui travaillent dans les mondes les plus incertains. Ce sont ceux qui jouent leur vie, jouent leur vie de leurs hommes. C'est aussi peut-être pour ça, et femmes, peut-être aussi pour ça que la question est d'autant plus importante. Et on a jeté aux oubliettes la planification. En la voyant, et notamment on a parlé tout à l'heure Jean-Luc Meisberg, qui a dans la lutte un peu de territoire et de rayonnement avec Ansoff, a jeté la planification en disant que ça ne servait à rien, que c'était un exercice lourd de reproduction du passé, qui était uniquement formel. Non, on a planifié comme le font les militaires, les militaires scénarisent. Il faut une analyse extrêmement poussée de leur environnement, de leur espace, et ils scénarisent. Et dans cette scénarisation, ils développent en fait un travail de prospective. Et c'est bien qu'on en parle ici, j'en ai conclure sur ces mots, parce que le père de la prospective française, c'est Gaston Berger. Et Gaston Berger, en fait, son âme est ici. Merci. Je propose à Philippe et Emmanuel d'enchaîner en tenant le temps, autant que possible. Attends, il faut que je te laisse ta... Je vais les photographier. Vous allez faire ça, mais Emmanuel, je vois pas. Toute confiance. Voilà. Je suis obligé d'obéir. Il réfléchit, il revient à sa soutenance de thèse, je pense. C'est pas possible. Ah oui. Allez, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Philippe Véry, je suis professeur à l'EDEC. Le monsieur qui est en train de... Tu pars aux toilettes ou... Non. Il s'appelle Emmanuel Lettet, voilà, et il dirige... Je suis bon soldat. Nous, on va continuer dans le prolongement de ce que tu as fait. On a remarqué que l'école communale font les gens vraiment bien ici. Et on va parler plus finalement par rapport aux industries. Encore une fois, on ne va pas faire des checklists parce qu'il y en a d'autres, j'en ai, mais je vais les passer. Mais parler un petit peu plus de justement comment finalement on va arriver à se déployer dans ces industries. Et en particulier, qu'est-ce que ça va demander pour les organismes de formation comme l'IAE, comme nous, comme le Dauphine. Donc, c'est les mêmes couleurs. Je suis daltonien, mais il me semble que c'est les mêmes couleurs. Ce sont les mêmes couleurs. Non, mais c'est un travail de coordination. Marqué un dragon. Impressionnant. C'est où que tu pour Anna? Oui, bien, Il est là, c'est moi qui vois. Friend mine stuff. Bon, donc, il y a des checklists. Donc là, ce n'est pas des IA qui racontent parfois n'importe quoi. Tu as bien vu Maurice qui disait. Ici, c'est McKinsey, donc c'est sérieux. Mais en fait, globalement, on va retrouver à peu près les mêmes industries que ce que disait l'IA. Voilà. Donc je vais passer, parce que vous pourrez retrouver sur les rapports ici. Bon, il y a d'autres choses aussi qui sont faites, donc vous pourrez regarder. C'est par exemple le World Economic Forum qui a regardé les technologies du futur. Donc ça ne manque pas les industries du futur. On retombe quand même assez régulièrement sur les mêmes thèmes autour de l'IA, du renouvelable, différents types de technologies, le génomics, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui finalement sont assez communs et pas très surprenants, on va dire, dans beaucoup de ces checklists ici. Nous, ce qui nous intéresse plus finalement, on discute avec Emmanuel, c'est de dire finalement comment nous, école, on peut se projeter par rapport à toutes ces évolutions de l'environnement. Et quand on dit évolution de l'environnement, on parle du contexte aussi, c'est-à-dire que ces industries, elles ne sont pas isolées. McKinsey vous met toujours,
J'arrête de McKinsey. Mais voilà, en fait, on parle que d'argent, quoi. En gros, derrière les industries, on va calculer combien ça rapporte, et patati et patata, combien ça va générer de chiffre d'affaires, quels vont être les acteurs qui sont bien positionnés, etc. Et au-delà de ça, il y a tout un contexte dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. On parlait d'intelligence situationnelle par rapport à ça. Tu as reparlé aussi de beaucoup de choses au niveau géopolitique et autres, ici, qui sont importantes. Donc, on s'est dit, tiens, on va regarder, nous, on va prendre simplement des choses qui sont publiées, hein, comme tu as fait ici, et discuter à partir de là. Donc ici, vous avez, le World Economic Forum fait une analyse de tous les risques qui peuvent toucher le monde, mais en particulier le monde économique. Donc ils font ça régulièrement. Ici. Vous avez, donc ils interrogent tout un tas de monde qui va effectivement dire, bah voilà, nous on pense que ceci comme ça. Donc c'est une collection des perceptions de tout un tas d'acteurs, experts a priori, de ces problèmes-là. Vous voyez, d'ici dans 2 ans, donc vous avez 5 catégories. Ce qui est important, c'est ça en fait. J'allais oublier. Il y a des risques économiques, il y a des risques environnementaux, il y a des risques géopolitiques, c'est dans leur classement à eux, hein, des risques sociétaux et des risques technologiques. On va pas rentrer en détail de tout ça. Globalement, vous voyez quoi? Finalement, à 2 ans, qu'est-ce que les experts pensent qui pourrait venir perturber le déploiement des industries? On voit beaucoup de rouge. Le rouge, c'est les problèmes sociétaux. Toujours à 2 ans. Donc, par exemple, problématiques d'inégalité dans le monde, les problématiques de migration voulue ou non voulue, voilà, des conflits armés entre États, etc. Si vous regardez à 10 ans, l'environnement il est loin. On pousse un petit peu. À 10 ans, là ça devient vert à 10 ans. C'est vrai. Je suis daltonien, mais il semble bien. Donc tout ça, ça vous donne une image où on se dit, bah tiens, il y a des problématiques aujourd'hui qui sont importantes, et puis il y en a d'autres, on pourra les traiter un peu plus tard. En fait, la réalité, c'est pas ça. Ça vaut le coup de lire la suite du rapport du World Economic Forum, parce que la suite du rapport vous montre des choses comme ça. C'est-à-dire, vous avez toujours les mêmes couleurs qui reflètent un type de problème, sauf que là, ce qui est important, c'est les liens entre tous ces problèmes. Vous avez un problème de conflit armé. On va regarder sur un exemple. Vous avez un problème de conflit armé entre États, là, ici. Ça va avoir des tas de répercussions. Vous voyez toutes les flèches qui partent de là. Et de différentes couleurs. Donc sur des problèmes sociétaux, environnementaux, économiques, en bleu, ici. Bon, voilà, les supply chains qui sont des interruptions de supply chain importantes, des infrastructures critiques, comme celle de Thales, qui sautent, c'est pas lié à un conflit armé. Voilà. Et puis, vous avez des tas d'autres problèmes ici. Du coup, ça nous amène finalement à réfléchir et à se dire, on a tendance, quand on nous raisonne en stratégie ou quand on forme les étudiants, même les gens de marketing utilisent des modèles comme Pestel, alors on va étudier les éléments politiques, les éléments économiques, des éléments légaux, etc., etc. Mais ce n'est pas vraiment la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est cette imbrication qu'il y a entre tous ces éléments-là. Donc, de fait, l'idée pour nous, c'est de dire qu'on doit former les étudiants un peu autrement aujourd'hui, abandonner les visions un peu plates, 2 par 2, pour aller vers des visions plus systémiques, celles-ci, qui permettent de dire, si moi je suis une entreprise et que je prends une décision, c'est quoi les conséquences? S'il se passe ça dans mon environnement, c'est quoi les conséquences pour moi et pour tout mon écosystème? Je te passe la parole. Merci Philippe. D'abord, bonjour à toutes et tous. Très ému parce que je suis venu ici pour la dernière fois il y a 30 ans. Je soutenais ma thèse. Donc, comme ça. Et il y avait Maurice Ayas qui était là, directeur de thèse. Et voilà, donc c'était un moment fort et je suis heureux d'être là avec vous. Puis l'occasion évidemment d'être là avec des amis. Merci Pierre-Xavier. Alors, pour prolonger ce que dit Philippe, alors je suis rentré à l'EDEC donc en 1995, avant même d'avoir fait ma thèse, ça fait 30 ans. J'avais au moins une certitude, c'est que je serai enseignant-chercheur toute ma vie. Je ne serai jamais je prendrai un poste d'encadrement dans une école, certainement pas. Voilà. Puis aujourd'hui, je suis directeur de l'école depuis 10 ans. Et effectivement, moi, je me suis posé la question pour illustrer ce que dit Philippe finalement sur toutes ces tensions interconnectées aujourd'hui nous percutent. Je dis tiens, je vais réfléchir un petit peu à ce que pourrait être l'EDEC et comment tout ça va nous taper en fait dans les années qui viennent, que ce soit
les sujets géopolitiques, que ce soit les sujets d'IA. Alors, puisque Maurice est là, merci. Cher Maurice, je disais à l'instant, c'est dans cette pièce que j'ai soutenu ma thèse, et tu étais là comme directeur de thèse, il y a quelques années, 2-3 ans, une décennie, enfin bon. Et j'en profite pour te remercier infiniment, parce que tout à l'heure, je savais quand tu me demanderais de venir ici qu'on parlerait du futur. Je sais que tu es un amoureux du futur, tu as une petite capacité quand même à sentir où ça se passe. Tu as dit tout à l'heure que tu connaissais rien à l'IA, mais tu as quand même fait un papier en 2019 avant que tout le monde... voilà, et je reparlerai d'IA dans un instant. Alors, je voudrais essayer, sur le monde de l'éducation, justement de se dire dans 20 ans à quoi ça peut ressembler. Alors, la personne d'Airbus tout à l'heure l'a très bien dit, on prédit jamais l'avenir. En revanche, on peut poser des questions sur les grandes forces qui nous percutent et comment l'avenir, effectivement, pourrait nous faire bouger dans un sens, dans l'autre. Donc je vais forcer un peu le trait, d'abord parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc désolé Pierre-Xavier, mais je vais y aller à gros coups de trait. Mais quand même, je me suis dit, et c'est un peu ce qui me tient éveillé la nuit, hein, je ne vous cache pas, vu les responsabilités qui sont les miennes, je vais vous partager finalement 3 grosses questions que je me pose sur l'avenir de l'éducation, l'avenir des business schools, dont une sur l'IA. Alors la première, c'est est-ce que les business schools seront aussi internationales dans 20 ans qu'elles le sont aujourd'hui ? La question peut sembler un peu bête parce que moi j'ai appris ici il y a 30 ans que l'avenir du monde c'était la globalisation, qu'on serait tous bientôt dans un village global, que l'avenir des entreprises c'était la transnationale, la globale, etc. Nous on envoie chaque année à l'IDEC 300 élèves aux États-Unis, notamment on a des programmes conjoints avec Berkeley, avec UCLA, et puis voilà, c'est une routine, c'est des beaux programmes. Et puis il y a un mois, il y a un président aux États-Unis qui a dit vos étudiants, je ne les prends pas. Démerdez-vous, je ne les prends pas. Alors, je prends l'exemple des États-Unis, c'est l'exemple le plus caricatural. Bon, finalement, il va les prendre quand même. Je ne sais pas si je lui ai fait peur, mais en tout cas, il va les prendre. Mais il y a beaucoup de pays qui se ferment à l'immigration, et à l'immigration étudiante en particulier, y compris des grands pays d'immigration étudiante, le Canada, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves. Aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels, si vous voulez monter un cours en anglais, il faut aussi le monter en danois, par exemple. Donc, moi, je ne sais pas vous, en anglais, je peux faire, en danois, je ne sais pas, Karine, comment tu vois les choses Naturellement. Voilà, donc on a 40% de nos élèves qui sont internationaux, donc dans le modèle économique, ça pèse un peu, dans le modèle pédagogique aussi, dans le modèle de société auquel on aspire, carrément. Hein, je veux dire, si aujourd'hui, on ne fait pas se parler des jeunes de 20 ans venus du monde entier, les guerres auxquelles on est confronté, elles vont forcément continuer. Donc à l'EDEC, on a des Russes, on a des Ukrainiens, on a des Iraniens, des Israéliens. Et là, on apprend que vivre ensemble, forcément... voilà. Donc ça, c'est une première vraie question. Et on voit quand même, encore une fois, des grands pays d'immigration se fermer. Il se pourrait bien que les business schools, elles aient eu leur âge d'or en matière d'internationalisation. Alors heureusement, si on regarde de l'autre côté du monde, le sud global, eux, ils ont plus le sourire, ils restent plus ouverts, l'avenir leur tend les bras. J'étais en Inde il n'y a pas très longtemps. C'est un peu, ça sent un peu les 30 glorieuses, alors que j'ai connu par la bouche de mon père. Mais voilà, eux, ils ont beaucoup d'enthousiasme. Mes collègues de Singapour, ils se marrent. Mais quand même, dans les pays développés dans lesquels nous sommes, la France, on n'a pas encore eu de loi immigration. Le Conseil constitutionnel nous a protégés l'an dernier, mais combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Donc première grande question, celle de l'international, qui nous semble une évidence. Mais voilà, c'est une force. On le disait tout à l'heure, ce qui est une force peut devenir une faiblesse. Qu'est-ce qu'on fera si demain, 40% de nos étudiants ne peuvent plus venir sur nos campus en termes financiers, pédagogiques, etc. Deuxième grande question, il y a d'éminents professeurs dans cette salle. Dans 20 ans, y aura-t-il encore des professeurs ? Bon, je force le trait, hein, bien sûr. Voilà, on se rassure comme on peut, etc. Mais le premier robot qu'on a essayé à l'EDEC, c'était en 2015. C'est le Career Center. Ils sont venus me voir en me disant, les premières questions que nous posent les étudiants, c'est toujours les mêmes. On pourrait automatiser ça. On a un robot, on a trouvé une technologie. On voudrait l'essayer. Alors j'ai dit très bien, mais moi je voudrais essayer ça aussi. Donc donnez-moi un code d'accès. J'ai essayé. Je me suis dit c'est bon. Il n'y avait aucune intelligence là-dedans. C'était une machine débile qui posait des questions débiles. Je me suis dit ça va. L'être humain a encore un petit peu de temps devant lui. Bon, puis novembre 2022, vous vous rappelez tous. Hein. Et puis aujourd'hui quand même, Karine tu le sais, mais on expérimente des robots, des teaching assistants, des research assistants. Et franchement, ça marche pas mal, quoi. Donc, on prend un robot, on fait rentrer tout le matériel d'un prof dedans, on l'entraîne un peu, et puis
l'élève, il peut aller quand il veut, résume-moi le premier chapitre, fais-moi un QCM pour voir si j'ai compris, ça j'ai pas compris, réexplique-le, puis encore, et où le prof probablement se lasserait, le robot il y va, il réexplique avec le sourire, etc., etc. Donc on peut se dire, là aussi, je force un peu le trait, moi je sais que de temps en temps, il y a des profs qui viennent me voir, ils me disent, le digital c'est quand même une menace, qu'est-ce qui va nous rester? Alors moi j'ai des grandes phrases à la Michel Serres, en leur disant, t'inquiète pas, la technologie repousse l'homme dans son humanité, il va nous rester notre humanité, la personnalisation, l'écoute, la bienveillance, la créativité. Bon, la créativité, tout à l'heure, tu as voulu un peu savoir quelles seraient les industries du futur. Bon, on y est. Bon, il n'y avait pas l'éducation quand même, ça m'a chiffonné. Il me semble que ces IA nous perçoivent comme des concurrents. Donc Service à la personne. Ils ne sont pas bêtes. Au sens large. Mais bon, la bienveillance, vous avez peut-être tous vu cette expérimentation. On demande à un robot et à un médecin d'annoncer à une personne qu'elle est malade d'un cancer en phase terminale, et puis on constate que le robot a un peu plus de bienveillance que le médecin. Alors, certains pourraient ne pas être surpris, mais voilà, toutes ces qualités qu'on pense intrinsèquement humaines, bon, on voit que petit à petit, la machine commence à s'en emparer. Et puis, si vous voulez aller un cran plus loin, lisez Ray Kurzweil, le bouquin qu'il a publié l'an dernier, vous savez, les tenants de la singularité. Lui, il se projette aux années 2030 avec notre cerveau par des nanorobots reliés au cloud, reliés à d'autres cerveaux. Donc, imaginons nos propres cerveaux reliés au cerveau de nos élèves quand on est enseignant, et voyons ce que ça donne, quelle nouvelle forme d'intelligence on va libérer avec ça. Et il y en a, si on se creuse un peu la tête. Donc je pose la question, est-ce qu'il y aura encore des profs dans 20 ans Voilà, on pourra en discuter. Mais... Puis après, j'ai une dernière question, alors celle-là, je la force un peu. Est-ce qu'il y aura encore des business schools dans 20 ans ? Vu l'état du monde, vu le besoin de sens dont on parlait tout à l'heure, est-ce que les business schools en tant que tels, vu la fin de Milton Friedman, vu tout ça, vu ce qu'on a évoqué à l'instant sur... est-ce qu'il y aura encore des business schools? Ça peut sembler dingue de poser la question, mais c'est peut-être la plus évidente et la plus intéressante à se poser. Moi, quand j'ai présenté mon plan stratégique à mon conseil d'administration, c'était en 2020, et il y a un membre du conseil d'administration qui m'a dit, mais si on fait ce que tu nous proposes, est-ce qu'on sera encore une business school en 2030 ? Alors j'ai souri, j'ai dit je pense que oui, mais on va quand même largement pivoter. C'est une question de raison d'être. On parlait, encore une fois tout à l'heure, le patron de l'Airbus l'a évoqué. La raison d'être de l'EDEC, et beaucoup de business schools et l'IAE, je pense, ne font pas exception, la raison d'être de l'EDEC, c'est mettre le business au service du bien commun. Donc c'est aller vers cette question du sens. Et donc tout ça, ça nous fait ouvrir des tas de portes sur des savoirs qui ne sont pas des savoirs familiers dans les business schools. Voilà, mais l'EDEC aujourd'hui est membre d'un consortium qui s'appelle Orecom, qui est un centre de recherche et développement en IA, en télécom. Voilà, donc une business school qui est membre d'un consortium en tech. L'EDEC est un peu connu pour la finance. Bon. Depuis 5 ans, on est passé de la finance à la finance du climat. On va y investir à peu près entre 2020 et 2030 une centaine de millions d'euros. Et puis de plus en plus, on recrute des scientifiques du climat et de moins en moins des financiers. Et on vient de lancer une agence de rating climatique, et de plus en plus, l'EDEC va faire de la recherche. Alors, je vous rassure, on fait encore de la recherche en stratégie, en innovation, en marketing, etc. Mais aujourd'hui, on a un centre de recherche en sciences du climat, digne de ce nom, et demain, l'EDEC peut aisément lancer une école de climat, et certainement des business schools voudront se lancer dans de la géopolitique. On vient de monter une chaire en géopolitique, une école de sciences politiques, une école d'ingénieurs, tout ça va gentiment converger, parce que le business, finalement, phénomène social total, probablement, se mêle de tout, est impacté partout. Voilà, donc je m'arrête là, parce que je crois que le temps nous est compté, mais avec ces 3 questions, encore une fois, l'avenir ne se réalise jamais tel qu'on l'a prévu, mais il y a quand même des questions qui se posent, très un peu forcées, mais qui nous invitent aujourd'hui à réfléchir à notre anti-fragilité. Voilà. Je repasse la parole. Merci de votre attention. Et je repasse la parole à Philippe, à Pierre-Xavier. On est en temps serré, donc très serré. Je vais donner la parole aux panélistes avec une consigne très précise. Vous avez droit à un tout petit commentaire et une question. Voilà. Je voudrais quand même garder un petit peu de temps pour avoir un jeu de questions-réponses avec la salle. Donc voilà, donc pour chaque panéliste, une intervention rapide, un commentaire très synthétique et une question, voilà, à adresser à nos intervenants.
Karine, est-ce que tu peux démarrer? Bien sûr. Allez. Donc si j'ai qu'une question et un commentaire, moi je joue un peu le rôle de, je pense, la seule européenne et non française sur ce panel. Et donc ma réflexion s'adresse à votre intervention sur le rôle d'État, qui parlait beaucoup de la France et à mon étonnement beaucoup moins de l'Europe. Et à la question, est-ce que nos étudiants, ils vont encore faire des études internationales? Parce que pour moi, les deux ils se lient, parce que les deux sont le garant de la paix. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où on voit qu'elle est de plus en plus fragilisée, oui, on va certainement dans le futur avoir moins cette possibilité de penser globalement, ce sera plutôt en bloc. Mais ce que je vois comme notre rôle aussi dans l'enseignement, c'est quand même de pousser l'entente, la compréhension d'autres cultures. Et ça, bon, moi j'ai eu la chance que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune, j'ai étudié un peu partout dans le monde et j'ai atterri chez vous et je suis très bien. Et je pense que la politique, aussi la politique industrielle, a un certain pouvoir de au moins penser à un niveau européen et pas que national. Parce que, et là je reviens sur votre statistique sur les investissements de l'Union européenne aux États-Unis. Moi je crains qu'une des raisons que les Européens ils investissent aux États-Unis plus que dans leurs pays voisins, c'est une taille de marché. Parce que l'Union européenne n'est pas encore un marché unique, parce que les réglementations ils sont différentes, parce que ça coûte autant d'attaquer comme boîte française si on est dans un secteur un minimum régulé, nutrition, d'aller en Allemagne que d'aller aux États-Unis. Sauf les États-Unis, c'est un multiple en termes de marché. Donc, question à vous, est-ce que c'est un rôle d'État national ou c'est plutôt un rôle qu'on devrait essayer de jouer avec les 27, entre les 27 pays de l'Union européenne? Alors, c'est une question centrale. J'aimerais avoir une réponse évidente. Évidemment, je n'en ai pas. Mais c'est vrai que c'est un parti pris d'avoir choisi de parler de souveraineté, notamment, en l'occurrence nationale, même si un certain nombre de statistiques étaient européennes. La question du marché unique, évidemment, d'ailleurs c'est ce qui a fait la force de l'Union européenne. On voit bien que c'est pas évident. On est une PME, le marché unique, on ne vit pas comme ça. On va travailler, si on travaille en Allemagne, on va être dans un autre pays différent. On a la chance de ne pas avoir de problématique de taux de change. C'est ça ça aide. On sent qu'il y a une proximité, il n'y a rien à faire, d'histoire, littéraire, on parlait des romans, évidemment qu'il y a un socle commun. Il n'empêche que quand on parle de souveraineté, la question est beaucoup moins claire. Il suffit, encore une fois, le monde de la défense est très intéressant à l'heure actuelle. Il n'y a pas une réflexion commune sur le développement de la défense européenne. On fait 15 chars différents en Europe, il y en a un seul aux États-Unis. Les Allemands achètent du F-35, n'achètent pas des Rafales, quoi. Et donc, cette question dans une période où politiquement extrêmement troublée, où il y a une augmentation de ces conflits, multiplié par 100 l'espace de 5 ans, l'Union européenne, on la construira par la défense. Maintenant, c'est cette communauté de destin qui passera par la défense. C'est le premier angle et premier pas. Tant que ça n'est pas le cas, les décisions seront prises en fonction des pouvoirs de force de l'un l'autre. Il n'y a pas de couple franco-allemand, soyons clairs, sinon il n'y aurait pas eu d'accord avec le Mercosur qui nous... il suffit de regarder l'industrie automobile. Je prends un excellent article du professeur Sayas, paru dans Gérer et comprendre, sur la différence entre les exportations allemandes et les investissements directs à l'étranger français dans le domaine du secteur automobile. Évidemment, les Allemands ont intérêt à ce qu'il n'y ait plus de droits de douane dans le Mercosur. Évidemment, les Français n'ont pas intérêt. Ce sont les Allemands qui ont gagné.
Donc à partir de là, on va tendre en fait les positions des nations les unes par rapport aux autres. Donc je ne suis pas très optimiste à l'heure actuelle sur l'Europe, et je pense que la voie pour... Je suis très européenne, fondamentalement, parce que j'adore la littérature. Donc à partir de là, je pense que le roman est européen. Pour y arriver, ça passera par la défense. Pour y arriver, ce sera ça. Moi, Heureusement, il y avait Airbus. Hein. Ouais, mais Airbus, c'est un vrai cas de conflit de gouvernance entre les Allemands et les Français. Je sais très bien. Merci pour cette première question. Frédéric Gueux, un commentaire, une question. Très rapidement, ce que vous avez dit tout à l'heure et présenté notamment au travers de France 2030, ça pose aussi la question du rôle du scientifique aux côtés du politique. Parce que vous avez mis un certain nombre de thèmes qui sont peut-être des thèmes de prédilection au niveau politique, au niveau marketing du politique, mais qui profondément ne reflètent pas ni un intérêt écologique, ni un intérêt du monde économique, en tout cas français. Donc je pense que remettre le scientifique au cœur effectivement du rôle politique, c'est un élément majeur. Ça évite de prendre de fausses bonnes décisions. Ça, c'est le premier point. Mais c'est aussi du coup aux politiques de venir se nourrir de la base, c'est-à-dire de gens qui font de la recherche et qui ont un semblant de vérité quand même, plutôt que d'eau mouillée, et je pense que c'est par là qu'il faut aller. Donc ça, c'était le premier truc. Moi, dans toutes mes fonctions, j'étais très lié au développement de start-up. J'étais directeur de pôle de compète, de technopole, de pépinière d'entreprise et là d'un accélérateur d'un grand groupe, donc celui de la CMA-CGM. Et je pense que sur le sujet, le rôle des business schools, il y a un vrai sujet, et on le voit dans l'économie à la fois régionale, mais aussi nationale, c'est les start-up, c'est la création d'entreprises. Et je pense qu'une IA n'aidera jamais personne à avoir cet esprit entrepreneurial, cette envie d'aller dans le risque. Au contraire, une IA, ça va toujours dérisquer. Et encore, c'est peut-être comme ça que nos business schools doivent un peu se transformer demain, en faisant en sorte que nos étudiants talentueux, que ce soit effectivement des licences, masters, et je pense qu'il faut revaloriser aussi le doctorat, mais les MBA sont peut-être plus valorisés dans le monde économique, les aider à aller, et c'est pour ça qu'à l'IAE, on a un grand chantier sur ce sujet-là. Donc, bravo, parce que du coup, c'était vraiment super intéressant ce que vous avez dit. Et je pense vraiment que profondément, les choix là, qui sont en train de se passer en France, qui sont très liés au fait qu'on ait du budget ou pas du budget, une des spécificités de la France par rapport à l'Allemagne ou d'autres grands États industriels, c'est quand même, on a été, parce que là on a un très fort recul, très bon sur la création de jeunes entreprises innovantes. Et en fait, sur ces bases-là, il y a... Ok, on n'a plus trop de sous, en tout cas on fait attention à notre dette, et c'est plutôt sain, mais du coup ça nécessite peut-être de faire des choix un peu plus éclairés sur quels sont les sujets que l'on va soutenir, et pas un peu tout le monde, parce que du coup ça fait d'où le rôle effectivement de cette priorisation, ça c'est important, et c'est de dire qu'effectivement l'économie de demain ou l'industrie de demain, elle est tirée par des projets que l'on va aider à créer aujourd'hui. Et on le voit bien, la plupart des sujets, et c'est pas pour replacer l'université Aix-Marseille au cœur du débat, mais c'est quand même les plus beaux succès que l'on fait sur le territoire. C'est quand même des succès qui sont nés, en tout cas à travers l'incubateur interuniversitaire Impulse, les outils qui sont perfectibles, hein, la SAT c'est perfectible, mais en tout cas aujourd'hui qui sont là et qui font qu'on a la possibilité de transformer des vrais sujets de fond en sujets sociétaux et d'entreprise. Donc voilà, c'était un peu pour être sur ces deux éléments. Merci. Pas de question, un commentaire. Non, mais effectivement, sur l'entrepreneuriat, ça c'est une clé. Effectivement, quand on réfléchit à ce que l'IA peut-être ne pourra pas prendre à l'homme, j'ai vu un philosophe il n'y a pas longtemps qui disait les choses simples. L'amour, par exemple, la prise de risque. Tout à l'heure, ça c'est des choses qu'effectivement, probablement, l'IA pourra pas prendre. Et puis, si je parle de l'EDEC 2 secondes sur l'entrepreneuriat, donc je veux dire, deux choses, c'est de la recherche, faire des startups, donc ça on le fait, nous, école de commerce, donc c'est assez inhabituel, mais aller jusqu'au bout. Et puis deuxièmement, y compris dans l'entrepreneuriat, mettre du sens. Donc, on a un incubateur, on incube une centaine de startups par an, et on a développé une méthode pour développer des startups qui d'entrée vont chercher un marché, chercher de l'argent, mais aussi résoudre des problèmes de l'humanité, de quelque ordre qu'ils soient, environnementaux, climatiques,
bien-être, etc. Et on y croit tellement qu'on a créé un fonds d'investissement pour investir là-dedans. Donc on verra dans 10 ans si on avait tort ou si on avait raison. C'est certainement ça qu'il faut faire. Merci. Laurent, je vais essayer de gagner un peu en flexibilité parce que j'ai l'impression qu'on me fait des reproches sur le fait que je suis un peu rigide. Je te laisse le choix entre un commentaire et une question ou pas de commentaire et 2 questions. Option A, option B. Alors ça peut être 2 questions proustiennes dans leur formulation, un peu de roman, et donc tu vois, ça peut... Alors, je vais faire court, je te rassure, je vais faire court. D'abord, merci pour ton invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un vrai plaisir d'être là. Je ne suis pas de l'école communale d'à côté, mais à peine de l'autre côté du plateau de Puy-Ricard. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là et de partager ce moment avec vous. Je t'avais promis que je faisais court, je fais court. Je partage évidemment, Stéphanie, toute la vision que tu peux avoir sur les stratégies d'État et sur le retour du politique par rapport à ça. L'articulation entre stratégie industrielle et la sécurisation des chaînes de valeur, ça me paraît complètement essentiel. Juste un mot sur industrie du futur et je vais qualifier industrie du passé. On a l'impression que parfois dans les politiques publiques, l'industrie du futur, c'est l'océan bleu par rapport à Kim Morgan. Il n'y aura pas de concurrence, donc nous aurons forcément un avantage concurrentiel. Or, la souveraineté, elle passe par la force sur les 2 aspects. La sécurisation des chaînes de valeur dans ces industries du futur, tu l'as bien souligné, mais être fort aussi, être souverain dans les industries du passé, l'agroalimentaire et des choses de base, des mécanismes de base. Et ça, il faut qu'on le pense aussi, parce que d'après moi, au niveau des politiques publiques, on a une peur de l'affrontement, une peur de l'arène concurrentielle. Il faut se renforcer à ce niveau-là. Je fais un tout petit commentaire quand même par rapport à ce qui a été dit, bien sûr européen et fervent partisan de l'Europe. Ce matin, je siégeais dans le conseil scientifique de la douane. J'étais en visio parce que j'étais là. L'union douanière, c'est la base de l'Union européenne. Pourtant, avec la refonte du Code de l'Union et avec une centralisation du dédouanement, toutes les douanes européennes anticipent la concurrence intra-européenne. Et je crois qu'il faut s'habituer à vivre ça. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à vivre dans une Union européenne qui se construit avec toutes ses difficultés, dans une culture européenne qui recherche du consensus, mais le consensus n'empêche pas l'affrontement intra-européen. Il faut qu'on garde ça à l'esprit et toujours défendre l'Europe. Quand on parle de souveraineté, quand on parle de nationalité, tu l'as souligné, ça pose aussi la question de la nationalité des écoles de commerce, finalement. C'est une vraie question. Elles se sont construites sur un modèle totalement international, d'une représentation d'entreprise multinationale, et finalement on revient à une prégnance de la notion de nationalité. Oui, pour les écoles également, de cette question de nationalité, c'est quoi finalement être aussi une école de commerce française, et on véhicule quoi comme valeur. Voilà. Donc, 1, l'alignement stratégique, industrie du futur du passé, et 2, la nationalité des écoles. Ça te va comme format court? Sachant que les écoles sont dans des territoires, qu'elles doivent aussi, donc il y a le national, le global et le très très local. Bonne skill de trouver. Jonathan, tu as le rôle de conclure. Donc c'est important. Hein. En fait, merci pour l'opportunité d'être ici avec tout le monde, de discuter le sujet aussi. Mais j'ai juste une petite chose qui, honnêtement, j'ai eu le grand plaisir de voir quelqu'un sur YouTube qui parle de sa école. Il y a toutes les choses qu'ils ont fait. Il a dit l'éducation est l'arme le plus fort pour changer le monde. Qui veut changer le monde? Qui change le monde. Et en plus, il a parlé... c'est Nelson Mandela. C'est Nelson Mandela. Il a parlé de toutes les disruptions. En fait, je pense que j'ai entendu destruction aussi dedans, mais j'ai entendu disruption dans le système. Et donc, tout que j'ai entendu aujourd'hui avec les discours, le petit chose pour moi, c'est un petit monstre dans le placard. Parce que je dis, comment est-ce qu'on peut parler de les entreprises, l'industrie de futur, sans remettre en cause la gouvernance des entreprises? Et je crois que, moi j'ai senti un peu tout ça caché un peu dedans. On dit, oui, on peut faire ça, et ça, c'est la couleur un peu rose de choses. Mais qu'est-ce que... Moi, je cherche un peu... les concrètes choses qu'on peut faire, disruption un peu volontaire, parce que j'ai le sens qu'on suit un peu disruption dans les industries, dans le marché. Est-ce qu'il y a des choses que nous, on peut faire dans l'éducation et dans les entreprises concrètes, que les gens, quand ils partent de la salle, ils vont dire, mais ça, c'est quelque chose que je peux réfléchir, je peux faire
concrètement pour faire un peu de disruption volontaire dans mon entreprise pour avancer dans le sens qu'on a discuté? C'est ça ma question. Tu veux que je démarre? Je démarre. Je crois que et on va voir si c'est un fil conducteur de cet après-midi, mais ce qui a été dit sur l'antifragilité, ça me paraît être absolument central. Quand je terminais sur la question à la fois de l'effet majeur et de la surveillance en fait, de ces environnements, c'est cette idée d'anticiper, de repérer ces points de fragilité. Ces points qui constituent souvent parfois aussi le cœur de son réacteur, c'est-à-dire qui constitue aussi sa force. Et comme c'est sa force, il faut la protéger d'autant plus. Et cette question à la fois de surveillance, de renseignement, d'anticipation, d'influence, qui implique de passer par de la prospective aussi, ça me paraît être un point central. On a beaucoup oublié, me semble-t-il, ces questions-là. Et on n'invente rien de nouveau, en fait, quand on regarde. Les signaux faibles, voilà, on en parlait, Antsoff, c'est 75. Mais ça reprend, on va dire, une acuité nouvelle. Et cette question de planification prospective en lien avec la géopolitique sont des points qui prennent une acuité, j'allais dire une acuité nouvelle. Puis dernier point, garder un lien avec le monde de la défense. Et pour les méthodes, et pour voir ce qui s'y passe aussi en termes d'innovation. Moi, je suis beaucoup pour la fluidité entre les deux univers, sur tous les plans. Merci pour la question. Je me permets. Vas-y. Non, vas-y, parce qu'elle porte de l'optimisme, parce que c'est vrai qu'on est à un moment où... voilà, moi, c'est vrai que les questions que j'ai posées pour l'éducation, est-ce qu'il y aura encore des profs demain? Bon, c'est anxiogène. Le monde dans lequel on est, il est très anxiogène pour notre jeunesse. Et donc, être capable, nous, de leur insuffler à travers tout ce qu'on évoque, y compris la planification, c'est-à-dire regarder l'avenir, scénariser, prévoir, ou en tout cas probabiliser, c'est une manière aussi de prendre la main dessus, de voir dans des menaces aussi des opportunités, de se rassurer. On parle de géopolitique, on a créé une chaire de géopolitique à l'EDEC avec... C'est un militaire, en l'occurrence, en général de l'armée de l'air, qui nous a créé ça. Et effectivement, l'idée, c'est pas de faire des géopolitologues de nos étudiants, mais par contre, c'est de leur donner des méthodes, des outils, pour décrypter le monde dans lequel on est, et puis au-delà des peurs que le monde peut susciter, trouver des solutions. Et le start-up que vous avez fait aussi, vous avez parlé de start-up qui au service de l'entreprise, la recherche dans ce sens aussi. Donc, ce sont les actions vraiment qu'on peut faire. C'était plutôt autour de cette idée pragmatique, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que le pessimiste, c'est la personne qui a financé l'optimiste, en fait. Et ça, on a besoin de travailler avec eux. Le patron parlait bien d'enthousiasme qu'il fallait transmettre avant tout. Oui. Il nous reste 5 minutes, vraiment. Voilà, on peut prendre des questions dans la salle. Monsieur? Oui, je sais que le mot futur était central dans les interventions d'aujourd'hui. Mais si un martien avait été parmi nous, il n'aurait jamais su, à vous entendre tous, que la France est un pays en faillite. Alors, moi je voudrais revenir très rapidement sur votre intervention, en commençant par dire qu'il y a deux choses que les Français n'aiment pas. La première chose, c'est la comparaison avec l'étranger. Avons-nous entendu beaucoup de comparaisons avec l'étranger cet après-midi? Nous n'aimons pas nous comparer aux autres. Ça n'est pas dans notre ADN. Et je pense que c'est un manque tout à fait considérable. Le deuxième point, à mon avis, qui n'est pas non plus dans notre ADN, c'est que nous n'aimons pas faire des retours d'expérience. Or, lorsqu'on parle de start-up, lorsqu'on parle de développement d'industries nouvelles, ne serait-il pas intéressant de comprendre pourquoi certains ont réussi et pourquoi d'autres ont échoué? Je laisse ces questions évidemment sans réponse, mais je dis que comparaison avec l'étranger, retour d'expérience, ça n'est pas dans notre ADN. Et d'ailleurs, en a-t-il été question cet après-midi? La dernière chose
que je dirais, si vous voulez, c'est que sur l'Europe, sur les 27 dont vous avez parlé, moi je pense que ça n'est pas un problème pour demain ou pour après-demain, c'est un problème pour aujourd'hui et c'est un problème urgent. Le rapport Draghi, si vous voulez, que beaucoup d'entre vous connaissent, que vous avez cité, le rapport Draghi, il mériterait une application immédiate. Et je pense que ne pas considérer les affaires intra-européennes comme une priorité absolue, pour le futur, c'est à mon avis un risque très grave. Voilà tout ce que je voulais dire. Une réaction? Non? Non, Merci. mais je crois que le rapport Draghi, justement, ça a été le point de départ hein, de l'intervention, notamment en s'accent plutôt sur la dernière partie, qui est la question de la politique industrielle. C'était un vrai sujet, la question de la politique industrielle européenne, hein, on en est là-dessus. Évidemment, la question qui était centrale, c'était de pouvoir comparer avec ce que faisaient les États-Unis et la Chine sur certains points clés. Alors là, on parlait des routes de la soie, on parlait de l'IRA, hein, cette fameuse loi anti-inflation. C'est pas tout à fait ça, mais cette loi sur les semi-conducteurs aux États-Unis, où c'est très intéressant parce qu'en fait, ils font gouverner en fait la chaîne de valeur par l'aval, en subventionnant l'aval, alors que nous, Français, c'est pour ça que je parlais du plan France de 2030, on a plutôt tendance à financer des projets amont. Mais évidemment, la comparaison internationale, elle est absolument centrale. Et si notre avenir, si la solidarité européenne est clé, et heureusement, c'est encore avancé. D'ailleurs, le Covid a été intéressant, c'était le premier plan d'endettement qu'on a réussi à faire au niveau européen, avec 750 milliards, hein, je crois, d'euros de mémoire, et qui a eu vraiment un impact. C'est vrai que c'est une des premières fois où on a vraiment été tous ensemble à résoudre une crise, en fait, et s'endettant, en fait, vraiment ensemble. La Grèce a été un moment un peu phare, un peu clé, mais on a quand même laissé en partie... ça n'a pas été un très joli moment non plus, pour l'Europe. Le Covid a été paradoxalement plutôt, en tout cas le post-Covid, plutôt un moment. Et là, on est en phase, là avec l'Ukraine et avec l'OTAN, là, on va être à la croisée du chemin, et c'est pour ça que je disais que la question de la défense, elle est centrale. Mais moi, je vois plutôt on va voir que les décisions prochaines en termes notamment de droits de douane et la manière dont on va savoir en sortir avec les États-Unis. La Chine s'en sort très très bien. On va voir si nous, on va arriver à être suffisamment solidaires pour s'en sortir bien aussi. C'est un moment de vérité. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une dernière, toute dernière question, puisque je vois déjà la prochaine table ronde qui est en train de... Tout seigneur, tout honneur. Hein. Non, mais, il est vrai que par rapport à toute cette technologie, si on regarde les 7 Magnificent aux États-Unis et qu'on compare aux 11 granolas européens, dans les 11 granolas européens, il y a une entreprise de haute technologie qui est un spin-off de Philips. Aux États-Unis, les 7 sont technologie. Donc il nous faut des entreprises de haute technologie et il faut les créer l'entrepreneuriat. Et pour créer cet entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut? Alors là, vous allez me tuer. Réformer les retraites. Il nous faut des retraites par capitalisation. Pourquoi? Quelqu'un qui gère un fonds de retraite par capitalisation, quel est son intérêt? Il va avoir à débourser son argent quand? À long terme. Et donc, il a intérêt à investir aujourd'hui pour les 15-20 ans à venir. Il va investir dans quoi? Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne sera pas sorti de la merde. Je suis désolé. Hein. Merci Maurice. Je vais conclure cette table ronde comme je l'ai commencé par des remerciements. D'abord, je vous adresse tous mes remerciements pour avoir été l'artisan de cette journée, pour avoir initié également cette table ronde sur les industries du futur. Et également des remerciements à mes experts, professeurs, amis, panélistes, intervenants. Un grand merci pour ces présentations très stimulantes. Merci beaucoup.